Bonsoir, nouvelle frayeur pour le gouvernement. L'opposition va déposer une motion de censure sur la politique agricole. Le Parti communiste n'exclut rien. Dans 24 heures, Bernard Tapie sera dans le bureau du juge Édith Boisette. Jérôme Catalan nous proposera le portrait de celui par qui tout arrive, le député RPR Georges Tranchant. Nouveau massacre en Bosnie-Herzégovine, Jean-Marc Pitt et Philippe Lobjoie reviennent de la ville de Mostar, leurs documents, à 19h50. Enfin, journée de chien à Roland-Garros pour les Français. Les plus connus ont tous perdu. Champion, Delettre, Fontan, Soulès et surtout Birch. L'espoir français a été éliminé contre toute attente par l'Australien Woodbridge. Serge Dian. Inquiétude, tension nerveuse, soutien incessant du public et des entraîneurs. 3h30 de souffrance partagée par Butch et Woodbridge. J'attendais beaucoup de moi et peut-être on attendait pas mal de moi. Peut-être que je voulais faire trop même parce que je me suis préparé comme un fou et j'ai jamais vraiment pu me décontracter dans ce match. Ce qui fait que tous mes muscles étaient tendus, tout était tendu et je crampais même à la fin. Alors que c'est pas normal, j'étais en pleine forme physique. J'ai fatigué à partir du troisième set. J'ai réussi à gagner les deux premiers mais en jouant pas très bien, mais en étant très tendu. Et je pense que je me suis mis beaucoup de pression tout seul et je voulais tellement bien faire que j'ai fait pas bien. Malgré tous les encouragements de son entraîneur Jean-Claude Perrin, Arnaud Butch s'incline en 5-7. Il quitte le tournoi très déçu, mais il se souviendra de la fidélité du public du cours numéro 11. Les Françaises Nathalie Tauziat et Marie Pire sont sauvées l'honneur en se qualifiant pour le tour suivant. Quant aux anciens, Ivan Lendl et John McEnroe, comment se sont-ils comportés face aux cadets? Didier Balèze nous parle d'abord de Lendl. Après 3 ans d'absence et à 32 ans, Ivan Lendl effectue un retour remarqué face au jeune espoir Bruguera de 11 ans, son cadet. Absent et déconcentré, le Catalan subit la loi du Tchèque. Lendl retrouve toutes ses sensations, puissance en fond de cours, jambes de 20 ans, et l'expérience aidant, il se permet même le luxe de terminer les points importants au filet. Après une première manche disputée face à un spécialiste de la terre battue, Ivan Lendl s'impose en 1h34, 6-4, 6-2, 6-1, ménageant ainsi ses forces pour la suite du tournoi. Quant à John McEnroe, il a sauvé son troisième set et peut-être son match en direct dans notre journal à 19h. Et maintenant, comment joue-t-il, Dominique ? Eh bien, il joue plutôt bien. Personne dans la quatrième manche n'a fait de différence. Mais il est vrai que les jambes de trentenaire, largement trentenaire, d'ailleurs 33 ans de John McEnroe, ont de plus en plus de difficultés à suivre le rythme terrible du jeune Suédois Niklas Kulti, dont la balle arrive très vite dans la raquette de McEnroe. Et maintenant, nous jouons depuis 3h26. Nous n'en sommes qu'au quatrième set. Ça veut dire qu'il faudrait un marathon du style Connors, son copain Connors, à John McEnroe pour qu'il arrive à boucler en vainqueur ce cinquième set et à prolonger son séjour parisien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, après 15 ans d'assiduité ici sur la terre battue parisienne, Niklas Kulti prend lui le soin de s'alimenter. Il est beaucoup plus jeune, bien sûr. Il a un avantage psychologique certain dans cette rencontre, mais tout n'est pas terminé. Il mène 4-3, mais c'est à John McEnroe de servir. Aucune différence n'est faite dans ce quatrième set. Et McEnroe est toujours mené 2-7-1. On vous retrouvera à la fin de ce journal. Et signalons quand même les victoires de Edberg, Sampras, Agassi, Gomez et Célès. Politique, Georges Marchais a encore le pouvoir de faire souffrir le gouvernement. Son parti va en effet arbitrer une nouvelle fois l'affrontement entre le gouvernement et l'opposition. Le sort de ce gouvernement va dépendre du vote communiste sur la motion de censure que l'opposition s'apprête à déposer sur la politique agricole. Jacques Barrot, le président du groupe UDC à l'Assemblée nationale, se fait le porte-parole de l'opposition. Ce que nous voulons, c'est mettre en demeure le gouvernement de prendre des mesures d'accompagnement sur le plan national pour permettre aux agriculteurs de s'adapter à cette nouvelle donne européenne. Justement, le petit coup de pouce aux agriculteurs, c'est pas un peu le coup de pied à l'Europe? Il ne faut pas que cela soit, car en réalité, dans cette politique européenne, il y a sans doute des éléments positifs, mais c'est vrai aussi que ça exige un tel effort d'adaptation que le gouvernement de la France se doit, pour ce qui le concerne, de prendre des mesures nationales pour accompagner nos agriculteurs. Et en cela, l'opposition fait son travail.
L'attitude du RPR, de l'UDF, mais aussi du Parti communiste va conforter les agriculteurs dans la campagne qu'ils ont déclenchée contre la réforme de la politique agricole et contre Paris et Bruxelles à la fois. Marie-Hélène Tichou. Le ministre de l'Agriculture a souhaité rencontrer les représentants du monde agricole pour une explication de texte sur la réforme de la politique agricole commune. Philippe Mangin pour le syndicat des jeunes agriculteurs, Raymond Lacombe pour la FNSEA sont venus lui répéter leur opposition à cette réforme. Ils ont demandé à être reçus par le Premier ministre. Mais les syndicalistes participeront aux réunions de travail pour négocier les modalités d'application. Comme dit l'un des leurs, on n'accepte pas la règle du jeu, mais maintenant on va jouer le jeu pour en tirer le maximum. La réforme va coûter cher. Raymond Lacombe est réservé sur son financement. Vous savez, je n'ai pas encore vu le Parlement européen voter un budget, je n'ai pas vu les ministres des Finances se retrouver pour voter un budget, pour l'établir, le consolider. J'attends de voir avant d'y croire. Le commissaire McSharry, la commission ont pris leurs responsabilités et ont dit que cette réforme était financée et le serait. Vraisemblablement, ça coûtera un peu plus cher que le simple fonctionnement de la politique agricole commune actuelle. Ce qui veut dire qu'on prend au sérieux les intérêts des agriculteurs européens. Car s'ils vont subir des baisses de prix, elles seront, ça c'est inscrit dans la réforme, intégralement compensées. Cette garantie de revenus pour les agriculteurs est qualifiée de piqûre anesthésiante par certains. Sera-t-elle suffisante pour calmer la grogne des paysans? En tout cas, Louis Mermaz est prévenu. Des coordinations rurales ont annoncé qu'elles bloqueront les routes cet été. Pierre Bérégovoy n'est pas au bout de ses peines. Il doit surveiller plusieurs feux à la fois et reste attentif à ce qui se passe au Sénat. Le Palais du Luxembourg planche actuellement sur le traité de Maastricht. Mais il est vrai que l'opposition apparaît moins unie sur l'Europe que sur la politique agricole. Jean-Baptiste Prédali. Au Sénat, comme à l'Assemblée, la communication passe mal sur Maastricht au sein de l'opposition. Hier, Charles Pasqua, en président du groupe RPR, avait haussé le ton. Pas question d'accepter le droit de vote au municipal pour les ressortissants européens. Problème pour Charles Pasqua, ses alliés de la majorité sénatoriale, les centristes surtout, sont plus accommodants quant au texte gouvernemental. Conséquence, une réunion aujourd'hui pour tenter de trouver un terrain d'entente entre les 4 groupes de la droite au Sénat. 2 heures de discussion sans grand résultat. Le seul point qui pose encore problème, c'est celui de la citoyenneté. Le fait que le climat de discussion ait été un climat serein et détendu, je crois pouvoir le dire, montre que un rapprochement peut encore être escompté à l'heure qu'il est. Très bon climat. On avance, on avance. On avance, mais il faudra se revoir mardi matin juste avant le débat. Un sursis pour tenter de refaire une unité à l'opposition. Pendant ce temps, Roland Dumas poursuit ses contacts avec tous les présidents de groupe, sauf Charles Pasqua. Pendant les divisions de l'opposition, le gouvernement continue à penser à sa loi. Les dockers doivent se sentir bien seuls. Le Sénat, à son tour, adopte la réforme de leur statut et imite donc sur ce point l'Assemblée nationale. Seul le Parti communiste a voté contre. Les jeunes des banlieues au secours de Bernard Tapie. Les représentants de plusieurs associations se sont rendus au ministère de la Ville pour réclamer d'urgence le retour d'un ministre et le maintien d'une politique de la ville. Un certain nombre de cités, ça a explosé, ça explose et ça explosera encore davantage si on ne remet pas en place une structure qui permette de gérer ça non seulement en termes théoriques ou pratiques, c'est-à-dire à partir donc des fonctionnaires qui sont dans les administrations, mais de fonctionnaires qui descendent sur le terrain. Or c'était le cas. Et je ne vois pas en France qui d'autre que Bernard Tapie est capable de mobiliser les grosses entreprises françaises. Or nous savons qu'au-delà de tous les problèmes techniques et politiques, si on ne donne pas de travail à ces jeunes, on ne réglera jamais le problème. Il suffit de trouver 10 000 à 15 000 emplois en France pour régler une grande partie des problèmes des banlieues. Je ne vois pas qui en France, à part des gens qui ont ce dynamisme, peuvent le faire. Pour l'instant, Bernard Tapie prépare surtout son dossier pour le défendre et se défendre demain dans le bureau du juge Édith Boisette, qu'il a convoqué à 17h30 et qui se refuse évidemment à faire toute déclaration. Mais ce silence public du magistrat n'a pas arrêté pour autant toutes les rumeurs qui ont couru sur une éventuelle inculpation de Bernard Tapie et qui ont provoqué évidemment sa démission. L'ampleur prise par cette affaire est due à la personnalité et à la notoriété de Bernard Tapie, mais n'oublions pas l'homme qui a porté plainte et qui est à l'origine de ce scandale, Georges Tranchant, député RPR. Jérôme Catala vous le présente. Comme Bernard Tapie, Georges Tranchant est issu d'un milieu modeste. Comme le président de l'OM, les affaires lui ont réussi et l'ont entraîné vers la politique, du côté de l'UDR puis du RPR.
Député des Hauts-de-Seine depuis 1978, Georges Tranchant défend des positions plutôt conservatrices. Mais pour ce proche de Charles Pasqua, l'activité politique vient après les affaires. Depuis 1947, il s'occupe d'électronique et distribue en France les produits Sony. Il est d'ailleurs en relation d'affaires puis d'amitié avec Bernard Tapie dès 1982. Les deux hommes vont monter ensemble une société d'importation du matériel Toshiba, société dont les conditions de revente sont à l'origine du litige Tranchant-Tapie. Le député RPR se défend aujourd'hui d'avoir monté un complot politique et indique que sa plainte remonte à janvier 92. Je rappelle que début 92, M. Tapie n'était que député. Je rappelle également qu'avant de déposer ma plainte, j'ai informé M. Nallet et je lui ai même demandé si ça ne lui posait pas de problème. Bon, M. Nallet m'a dit, mais pas du tout. Mais certains rappellent aussi que les affaires de Georges Tranchant concernent les casinos et l'importation de machines à sous. Et qu'en 1990, les renseignements généraux se sont intéressés de près à ce secteur d'activité de son holding. Moi, mes affaires sont parfaitement connues, notamment du ministère de l'Intérieur. Je suis peut-être quelqu'un de peu recommandable, mais enfin, jusqu'à présent, je n'ai commis aucune irrégularité de quelque manière que ce soit. Aujourd'hui, Georges Tranchant se présente comme un ami et un associé trompé par Bernard Tapie, mais à 62 ans, ce député RPR ne peut ignorer que, même contre son gré, la politique et les affaires ne font jamais bon ménage. 2 télégrammes à l'instant sur une seule et même information. Zeyal Saradi a été extradé de la Suisse vers la France. Il s'agit d'un jeune Iranien de 25 ans. Il vient d'être inculpé par le juge Bruguière de complicité dans l'assassinat de l'ancien Premier ministre iranien Shapour Bakhtiar. L'autre télégramme provient de Téhéran. L'Iran réclame sa libération immédiate. Les lecteurs du Figaro et de Libération auront découvert ce matin la réalité de la guerre en Bosnie-Herzégovine. Une guerre sans merci entre les différentes communautés. Nos confrères des 2 quotidiens et de l'agence France-Presse ont découvert un carnage, 29 hommes tués, exécutés froidement d'une balle dans la tête. Cette violence, nos envoyés spéciaux Jean-Marc Pitt et Philippe Lobjoie l'ont également observé dans la ville de Mostar, une ville déchirée. Hier encore, Serbes, Croates et musulmans vivaient dans l'harmonie. Aujourd'hui, ils s'entretuent. Leur document. J'ai 12 ans, je m'appelle Mili. Je vis à Mostar depuis ma naissance. J'aime cette ville parce que j'y suis née et que j'y ai tous mes amis. Tous mes souvenirs m'attachent à elle. Les souvenirs de Mili n'ont plus d'écrin. Les trésors architecturaux et les lieux de culte ont été systématiquement détruits. Les canons serbes en position sur les collines qui entourent la cuvette de Mostar les ont visés en priorité. Depuis le 6 avril, près de 30 000 obus se sont abattus sur ce paradis touristique. Pour justifier ces destructions, les Serbes ont prétendu que la ville était aux mains des fondamentalistes, un mot dont Mili ne connaît pas la signification. Je suis musulman parce que mes parents l'étaient. Mais pour moi, ça ne signifie presque plus rien. Mon meilleur ami est serbe. Les habitants de Mostar sont amputés de la moitié de leur ville. Les Serbes occupent aujourd'hui la rive gauche de la rivière Neretva. Alors la guerre change de forme. Zoran s'y est vu confier une drôle de mission. Ce Croate mécanicien, père de famille, marié à une Serbe, passe aujourd'hui des heures à l'affût, l'œil dans son viseur, à guetter en face l'ennemi, le Serbe. La première fois que j'ai tiré sur un homme, mais le premier coup, je ne pouvais pas tirer sur lui. Je l'ai laissé passer, je sais pas, je ne pouvais pas. Mais la deuxième fois, je crois que c'était bon. Et puis, je suis content, parce que je crois que j'ai fait quelque chose pour cette ville. La prison de Mostar affiche complet. Certains Serbes de la ville y ont été enfermés. Ils sont pourtant nés ici pour la plupart. Mais on les suspecte de collaborer avec l'ennemi ou de jouer les espions. Ils plaident innocents, mais ne peuvent rien pour effacer leur nationalité. Pourquoi je suis ici? Simplement parce que je suis serbe. Ma famille n'est plus à Mostar. Elle s'est réfugiée à Belgrade. Partir, quitter cet enfer, c'est une chance dont n'ont pu bénéficier tous les enfants croates et musulmans. Avant leur départ, les casques bleus ont pu parrainer quelques convois. Depuis la fin de leur mission, les Serbes menacent de bombarder toute nouvelle caravane de réfugiés. Les Américains proposent aux Italiens leur aide dans l'enquête sur l'assassinat du juge Falcone, une aide précieuse dans la mesure où la mafia a pu disposer de complicité internationale pour commettre son crime. Hervé Dino.
3 jours après l'assassinat de Giovanni Falcone, les enquêteurs ont acquis la conviction que c'est un proche du juge évoluant dans le monde judiciaire ou dans les hautes sphères de l'État qui a fourni les informations qui ont permis aux hommes de main de passer à l'acte. C'est cette taupe qui, depuis Rome, a donné le feu vert de l'opération en signalant le départ du juge pour Palerme. À son arrivée dans la capitale sicilienne, Falcone et son escorte sont pris en filature et quand les véhicules passent sur la portion d'autoroute piégée, la charge d'explosifs est télécommandée à distance. Voilà pour les circonstances de l'attentat. Le profil des commanditaires est par contre un peu plus flou. Seule certitude, le juge travaillait actuellement sur plusieurs dossiers chauds. Le premier concernait les liens internationaux de la mafia avec les États-Unis et la Colombie, et tout particulièrement avec les trafiquants de drogue du cartel de Medellín. La méthode utilisée pour supprimer Falcone fait d'ailleurs appel à certaines techniques déjà employées par le passé par ce cartel. Autre piste possible, ces derniers temps, Falcone s'intéressait de très près aux pots de vin perçus par certains personnages politiques milanais dont les comptes en Suisse étaient régulièrement alimentés par de mystérieux dépôts. En s'attaquant à la fois à la mafia et une certaine caste politique corrompue, le juge s'en prenait à l'essence même du pouvoir en Italie, une croisade ambitieuse, sans doute trop ambitieuse pour un homme qui était de plus en plus seul. Une consolation pour l'Italie, elle a enfin un président, son nom Oscar Luigi Scalfaro. Sa sensibilité, vous ne serez pas étonné, démocrate chrétienne. Laurence Piquet. Je chercherai à accomplir au mieux mon devoir. Avec l'aide de Dieu, je me battrai jusqu'au bout, sans relâche. Oscar Luigi Scalfaro, 9e président de la République italienne. Une personnalité conservatrice qui s'est toujours tenue à l'écart des jeux politiques des grands ténors. Catholique convaincu, il fait bénir la Chambre des députés il y a un mois lorsqu'il devient le président du palais de Montecitorio. Un chrétien démocrate anormal qui vénère l'honnêteté, s'exclame ce matin le quotidien italien La Repubblica. Un homme qui réalise l'impossible consensus. Hier soir, près des 2/3 des grands électeurs ont voté pour Scalfaro. Durant les 15 tours précédents, impossible de dégager une majorité pour cause de vote blanc, d'abstention, de fraude ou de présentation de candidats subalternes. Oscar Luigi Scalfaro prêtera serment demain. Son prochain pari, trouver un président du Conseil capable de gouverner. Quel homme, en effet, va pouvoir succéder au démocrate chrétien Giulio Andreotti? La coalition des 4 partis au pouvoir a perdu la majorité à l'issue des dernières élections législatives. Le scrutin à la proportionnelle rend l'Italie ingouvernable. Une réforme des institutions s'impose. Enfin, l'assassinat de Giovanni Falcone à Palerme rappelle à la classe politique qu'il est grand temps de se mobiliser contre la mafia. Chaque jour, 3 assassinats en moyenne dans la seule Sicile. Hier, vous avez sans doute été comme nous impressionnés par le reportage de Caroline Sins et Bernard Cohen sur la drogue chez nos voisins suisses. Ce reportage avait de quoi nous rendre pessimistes sur l'évolution de ce fléau, non seulement en Suisse, mais en Europe et dans la plupart des pays. Pour être honnête, il faut dire qu'un effort tout de même en Suisse est mené pour tenter d'aider ceux qui se droguent et surtout de les désintoxiquer. Quelquefois ça marche, comme à la Fondation du Levant à Lausanne. Regardons le second volet de leur reportage. Quand on arrive dans cette maison en pleine campagne, c'est avec un tout petit espoir, celui de recommencer à vivre sans drogue. 24 jeunes entre 17 et 25 ans suivent ici un traitement de désintoxication. Ils sont polytoxicomanes, 50% d'entre eux séropositifs et veulent rompre avec leur passé. Ces dernières années, surtout en Suisse, puisqu'au fond on est dans un climat d'un pays qui tend à alimenter le symptôme du toxicomane pour en avoir la paix et finalement lui donner les produits, lui faciliter la consommation. Nous, on observe qu'en facilitant la consommation d'un toxicomane, on le démobilise de toute envie de changement. Et alors les gens qui arrivent maintenant chez nous, qui ont eu 2, 5, 10, 15 ans d'héroïnomanie ou de polytoxicomanie derrière eux, sont des gens beaucoup plus dégradés qu'il y a 10 ou 20 ans. C'est des gens qui ont beaucoup plus souffert par rapport à ce que les produits, les mauvais produits, le milieu, l'influence du milieu a perturbé en eux. La majorité de ces jeunes bénéficient d'une décision judiciaire, une peine de prison transformée en cure. Elle dure en général 2 ans. Première étape, se désintoxiquer sans aucune aide médicale et sans contact avec l'extérieur. Monica, 20 ans, est ici depuis 11 mois. Quand elle est arrivée, elle pesait 15 kilos de moins, résultat de 6 ans d'héroïne. Arrêter la drogue fut pour elle une immense douleur. C'était toutes les souffrances qui ont été endormies qui se sont réveillées. Et puis, ouais, les sentiments qu'avant n'existaient plus,
c'était un peu des explosions de souffrance, si tu veux. Avant, avec la dope, on crée en nous comme un désert. Tout est plat, il n'y a aucune souffrance, aucun bien-être supérieur ou un truc comme ça. Puis sans la dope, il y a tout qui se réveille. Ça, c'est assez difficile à vivre. Ici, on apprend à retrouver des plaisirs en dehors du flash que procure l'héroïne. Tout le traitement se fait en communauté. Il faut redécouvrir l'échange, retrouver son identité, se réconcilier avec soi-même et sa famille. 6 personnes, souvent ex-toxicomanes, encadrent les jeunes. Ils sont pour eux un exemple concret de la réussite. Travailler là est presque une mission pour Michel. Condamné pour trafic international, shooté pendant 15 ans, il est désintoxiqué. J'ai appris à m'aimer tel que j'étais, alors qu'avant, je voulais ressembler à une espèce d'idéal qui correspondait pas en fait à mon identité propre. Et j'ai découvert que finalement j'étais pas comme ça et que les choses qui étaient en moi étaient peut-être beaucoup plus dignes d'intérêt et d'amour que l'identité que je m'étais inventée en fait. Je crois au fait que je ne retoucherai plus jamais le produit et que je pourrais vivre bien sans le produit, que j'aurai une famille et que tout se passera bien. Après le traitement, 1 jeune sur 3 ne replongera pas. Rompre avec la drogue est une lutte incessante qui durera toute la vie. Amnesty International abolit les frontières. Une pléiade d'artistes de toutes nationalités a accepté de chanter au Palais des Congrès au profit de l'organisation humanitaire et des droits de l'homme. Plateau magnifique. Hier soir, Didi Bridgewater, Krulia Meganes-Johnson et d'autres chanteurs ont ouvert le bal. Demain, Diane Dufresne le fermera et ce soir, les chœurs de l'ex-Armée Rouge chanteront du gospel avec l'américaine Liz McComb. La guerre froide semble aujourd'hui si loin. Jacques Garnier, Christian Decarnet. Qui aurait pu un jour imaginer cela? Jamais un concert n'aura été répété dans une pareille ambiance. Le gospel a un pouvoir exceptionnel. C'est un chant d'amitié universel qui abat toutes les frontières et réunit les cœurs. Superbe. Dominique Champeau, vous avez droit à quoi? 25 secondes pour nous dire comment McEnroe joue? Oui, McEnroe joue bien. Les deux joueurs sont fatigués. Il sert pour égaliser à 5 partout. Il n'y a aucune décision faite dans cette 4e manche. Je vous annonce 2 choses. Tout d'abord, la victoire de Cédric Pioline contre la tête de série numéro 15, Brad Gilbert. C'est une bonne nouvelle pour les Français. Et puis surtout que ce match que l'on suit actuellement sur Antenne 2, vous pourrez le suivre à partir de 20 h, bien évidemment, s'il se prolonge. Et si McEnroe remporte son engagement, qui lui permettrait d'égaliser à 5 partout. Merci Dominique. J'ai failli dire c'est fait, eh bien non, nouvelle égalité. Et le match continue, Paul. Merci. Ben justement, on va vous retrouver dans 30 secondes ou un petit peu plus, parce qu'à 20 h, Florence Klein vous donnera le temps, avant donc la reprise de ce match à Roland-Garros entre John McEnroe et Culty. Marc Hautement vous donnera le résultat à 22 h 38 et entre-temps, vous pourrez voir Tintin après McEnroe. Bonne soirée sur la 3, demain 19 h. Bonsoir.